2. Sanctions morales et justice distributive. Déjà Bentham, Mill, Maudsley, Fouillé, Lombroso se sont attaqués à l'idée de châtiment moral. César et Lombroso, 1835-1909, médecin psychiatre, fondateur de l'anthropologie criminelle et l'auteur de L'uomo delinquente. Studiato in rapporto all'antropologia e alla medicina legale e alle discipline carceriarie. Sa criminologie établie d'après des observations anthropométriques, prétend à l'existence de criminels nés, partageant certains caractères morphologiques et psychophysiologiques. On peut mettre la théorie de Lombroso en relation avec la phrénologie, physiologie du cerveau, de Gall, 1758-1828, avec la théorie des dégénérescences de Bénédicte Augustin Morel, 1809-1873, et Valentin Magnan, 1835-1898, et avec le darwinisme, ces criminels nés ou les criminels fous seraient déterminés par des causes naturelles comparables à un phénomène de retour de caractère très ancien. Guyot paraît accepter cette explication, au moins pour certains cas. Il écrit en effet dans Éducation et hérédité, on voit parfois reparaître chez les descendants éloignés de vieux instincts de race, assoupis ou latents durant un grand nombre de générations, et qui se manifestent comme un inexplicable retour au type moral des aïeux. Bien entendu, les thèses de l'école déterministe italienne, Lombroso, Enrico Ferri, Francesco Garofalo, ont pour conséquence pratique de remettre en cause la justification de la punition par l'intention d'améliorer le délinquant, que l'on ne peut que mettre à l'écart pour en protéger la société. Ils ont voulu enlever à la peine tout caractère expiatoire et en ont fait un simple moyen social de répression et de réparation. Pour en venir là, ils se sont généralement appuyés sur les doctrines déterministes ou matérialistes, encore discutées aujourd'hui. Aussi, Janet, au nom du spiritualisme classique, a-t-il cru devoir maintenir malgré tout dans son dernier ouvrage le principe de l'expiation réparatrice des crimes librement commis. Le châtiment, dit-il, ne doit pas être seulement une menace qui assure l'exécution de la loi, mais une réparation ou une expiation qui en corrige la violation. L'ordre troublé par une volonté rebelle est rétabli par la souffrance, qui est la conséquence de la faute commise. Janet dans Traité de philosophie. La première loi de l'ordre, avait dit Victor Cousin, est d'être fidèle à la vertu. Si l'on manque à la seconde loi de l'ordre, est d'expier sa faute par la punition. Dans l'intelligence, à l'idée d'injustice correspond celle de peine. Deux des philosophes qui ont le plus protesté en France contre la doctrine selon laquelle les lois sociales seraient expiatrices et non simplement défensives. Franck et Renouvier semblent cependant admettre comme évident le principe d'une rémunération attachée à la loi morale. Il ne s'agit pas de savoir, dit Franck, si le mal mérite d'être puni, car cette proposition est évidente par elle-même. Ce serait aller contre la nature des choses, dit aussi Renouvier, que d'exiger de la vertu de n'attendre point de rémunération. Carreau va plus loin, et dans les deux chapitres des problèmes de morale sociale, il s'efforce, en s'appuyant sur Broglie, de maintenir à la fois le droit moral et le droit social de punir les coupables. C'est surtout à la loi morale, a-t-on dit encore, qu'une sanction est nécessaire. Marion. Elle n'est pas une loi sévère et sainte qu'à la condition que le châtiment soit attaché à sa violation et le bonheur au soin qu'on prend de l'observer. Nous croyons que cette doctrine de la rémunération sensible, surtout de l'expiation, est insoutenable à quelque point de vue qu'on se place, et même en supposant qu'il existe une loi morale s'adressant impérativement à des êtres doués de liberté. Elle est une doctrine matérialiste, mal à propos, opposée au prétendu matérialisme de ses adversaires. Cherchons en dehors de tout préjugé, de toute idée préconçue, quelle raison morale il y aurait pour qu'un être moralement mauvais reçût une souffrance sensible, et un être bon un surplus de jouissance. Nous verrons qu'il n'y a pas de raison, et qu'au lieu de nous trouver en présence d'une proposition évidente, a priori, nous sommes dans une induction grossièrement empirique et physique, tirée des principes du talion, ou de l'intérêt bien entendu. Cette induction se déguise sous trois notions prétendues rationnelles, celle de mérite, celle d'ordre, celle de justice distributive. Dans la théorie classique du mérite, j'ai démérité, qui exprimait d'abord simplement la valeur intrinsèque du vouloir, prend le sens suivant, j'ai mérité un châtiment, et exprime désormais un rapport du dedans au dehors.
Ce passage brusque du moral au sensible, des parties profondes de notre être aux parties superficielles, nous paraît injustifiable. Il est plus encore dans l'hypothèse du libre arbitre que dans les autres. D'après cette hypothèse, en effet, les diverses facultés de l'homme ne sont pas vraiment liées et déterminées les unes par les autres. La volonté n'est pas le pur produit de l'intelligence, sortie elle-même de la sensibilité. La sensibilité n'est donc plus le vrai centre de l'être, et il devient difficile de comprendre comment elle peut répondre pour la volonté. Si celle-ci a librement voulu le mal, ce n'est pas la faute de la sensibilité qui n'a joué que le rôle de mobile et non de cause. Ajoutez le mal sensible du châtiment au mal moral de la faute, sous prétexte d'expiation. Vous aurez doublé la somme des maux sans rien réparer. Vous ressemblerez à un médecin de Molière qui, appelé pour guérir un bras malade, couperait l'autre à son patient. Sans les raisons de défense sociale, dont nous nous occuperons plus tard, le châtiment serait aussi blâmable que le crime, et la prison ne vaudrait pas mieux que ceux qui y habitent. Disons plus, les législateurs et les juges, en frappant les coupables de propos délibérés, se feraient leurs égouts. Si l'on fait abstraction de l'utilité sociale, quelle différence y aura-t-il entre le meurtre commis par l'assassin et le meurtre commis par le bourreau? Le dernier crime n'a même pas, pour circonstance atténuante, quelques raisons d'intérêt personnel ou de vengeance. Le meurtre légal devient plus complètement absurde que le meurtre illégal. Le bourreau imite l'assassin, comme d'autres assassins l'imiteront lui-même, subissant à leur tour cette sorte de fascination qu'exerce le meurtre et qui fait pratiquement de l'échafaud une école de crime. Il est impossible de voir dans la sanction expiatrice rien qui ressemble à une conséquence rationnelle de la faute. C'est une simple séquence mécanique ou, pour mieux dire, une répétition matérielle, une copie dont la faute est le modèle. 2. Invoquera-t-on avec Victor Cousin et Janet cet étrange principe de l'ordre que trouble une volonté rebelle et que la souffrance seule peut rétablir? On oublie de distinguer ici entre la question sociale et la question morale. L'ordre social a été en effet l'origine historique du châtiment, et la peine n'était au début, comme l'a fait voir Littré, qu'une compensation, une indemnité matérielle exigée par la victime ou par ses parents. Mais lorsqu'on se place en dehors du point de vue social, la peine peut-elle rien compenser? Il serait trop commode qu'un crime pût être physiquement réparé par le châtiment, et qu'on pût payer le prix d'une mauvaise action avec une certaine dose de souffrance physique, comme on achèterait les indulgences de l'Église en écus sonnants. Non, ce qui est fait est fait. Le mal moral reste. Malgré tout, le mal physique qu'on peut y ajouter, autant il serait rationnel de poursuivre, avec les déterministes, la guérison du coupable. Autant il est irrationnel de chercher la punition ou la compensation du crime. Cette idée est le résultat d'une sorte de mathématique et de balance enfantine, œil pour œil, dent pour dent. Un des principaux représentants en France de la morale du devoir, Renouvier, après avoir vivement critiqué lui-même l'idée vulgaire de la punition, a fait pourtant de grands efforts pour sauver le principe du talion en l'interprétant dans un meilleur sens. Pris en lui-même et comme expression d'un sentiment de l'âme en présence du crime, le talion serait loin de mériter le mépris ou l'indignation dont l'accablent les publicistes, dont les théories pénales sont souvent plus mal fondées en stricte justice. Selon Renouvier, il ne serait pas mauvais que le coupable subit l'effet de sa maxime érigée en règle générale. Ce qui est irréalisable, c'est l'équivalent mathématique que le talion suppose entre la peine et l'injure. Mais, répondrons-nous, si cette équivalence était réalisable, le talion n'en serait pas plus juste pour cela, car nous ne pouvons pas, quoi qu'en dise Renouvier, ériger en loi générale la maxime et l'intention immorale de celui qui a provoqué le talion. Nous ne pouvons non plus ériger en loi générale la maxime de la vengeance qui rend les coups reçus. Nous ne pourrions généraliser que le mal physique et les faits douloureux, mais la généralisation de mal est elle-même moralement un mal. Il ne reste donc que des raisons personnelles ou sociales de défense, de précaution, d'utilité. D'après Renouvier, le talion, une fois purifié, peut s'exprimer dans cette formule qui déclare acceptable. Quiconque a violé la liberté d'autrui a mérité de souffrir dans la sienne. Mais cette formule même, selon nous, n'est pas admissible au point de vue de la généralisation kantienne des intentions. On ne doit point faire souffrir le coupable ni restreindre sa liberté en tant qu'il a violé dans le passé la liberté d'autrui, mais en tant qu'il est capable de la violer de nouveau. On ne peut donc pas dire qu'aucun acte passé mérite une peine, et la peine ne se justifie jamais que par la prévision d'actes semblables à l'avenir. Elle ne s'attache pas à des réalités, mais à de simples possibilités qu'elle s'efforce de modifier. Si le coupable s'exilait librement dans une île déserte, d'où le retour lui fut impossible, la société humaine, et en général toute société d'êtres moraux, se trouverait désarmée contre lui.
Nulle loi morale ne pourrait exiger qu'ayant violé la liberté des autres, il souffrit dans la sienne. Pour qui admet l'hypothèse du libre arbitre, l'un des plateaux de la balance est dans le monde moral, l'autre dans le monde sensible, l'un dans le ciel, l'autre sur la terre. Dans le premier est une volonté libre, dans le second une sensibilité toute déterminée. Comment établir entre elles l'équilibre? Le libre arbitre, s'il existe, est tout à fait insaisissable pour nous. C'est un absolu, et on n'a pas de prise sur l'absolu. Ces résolutions sont donc à elles-mêmes irréparables, inexpiables. On les a comparées à des éclairs, et en effet, elles éblouissent et disparaissent. L'action bonne ou coupable descend mystérieusement de la volonté dans le domaine des sens, mais ensuite il est impossible de remonter de ce domaine en celui du libre arbitre pour l'y saisir et l'y punir. L'éclair descend et ne remonte pas. Il n'existe entre le libre arbitre et les objets du monde sensible pas d'autre lien rationnel que le propre vouloir de l'argent. Il faut donc, pour que le châtiment soit possible, que le libre arbitre même le veuille. Et il ne peut le vouloir que s'il est déjà amélioré assez profondément pour avoir en partie cessé de le mériter. Telle est l'antinomie à laquelle aboutit la doctrine de l'expiation quand elle entreprend non pas simplement de corriger, mais de punir. Aussi longtemps qu'un criminel reste vraiment tel, il se place par cela même au-dessus de toute sanction morale. Il faudrait le convertir avant de le frapper. Et s'il est converti, pourquoi le frapper? Coupable ou non, la volonté douée de libre arbitre dépasserait à ce point le monde sensible que la seule conduite à tenir devant elle serait de s'incliner. Une volonté de ce genre, c'est un César irresponsable qu'on peut bien condamner par défaut et exécuter en effigie pour satisfaire la passion populaire, mais qui en fait échappe à toute action extérieure. Pendant la Terreur blanche, on brûla des aigles vivants à défaut de celui qu'ils symbolisaient. Les juges humains, dans l'hypothèse d'une expiation infligée au libre arbitre, ne font pas autre chose. Leur cruauté est aussi vaine et aussi irrationnelle, tandis que le corps innocent de l'accusé se débat entre leurs mains. Sa volonté, qui est l'aigle véritable, l'aigle souverain de libre vol, plane insaisissable au-dessus d'eux.